Chapitre 3, je vais essayer d'être très bref parce que j'ai parlé plusieurs fois de la crise actuelle. Donc j'ai parlé bien sûr de ce thème-là, la mondialisation, plusieurs fois. Donc aujourd'hui, nous vivons une crise sanitaire économique multidimensionnelle, avec ses conséquences, toutes les conséquences négatives. D'accord? La baisse du PIB, une conséquence économique. D'accord? La baisse de l'activité, la fermeture des frontières, le blocage de l'activité touristique. D'accord? L'augmentation du chômage, la pauvreté, c'est également économique et social. Le remboursement des crédits. Donc les ménages, ils trouvent des difficultés à rembourser, pas uniquement les ménages, même les petites et moyennes entreprises. Parce que tout le monde est endetté, soit pour consommer, soit pour, dans le cadre d'un projet d'investissement. D'accord? Donc tout le monde, parce que le psychologique qui est négatif. Il y a également des conséquences sur le plan d'investissement. Il va y avoir moins d'investissement. Je crois la seule variable qui va, bien sûr, on peut dire, qui va jouer un rôle important par la suite, c'est l'épargne. Donc les gens aujourd'hui, ils ont plus tendance à épargner, garder l'argent pour eux. D'accord? Au lieu d'investir, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'argent pour soi. Parce qu'on ne voyage plus, on ne consomme pas n'importe quoi, on ne prend pas des repas au niveau des restaurants. Donc il y a beaucoup d'économies de la part des ménages. D'accord? Même si les restaurants sont ouverts, tout le monde ne choisit pas d'aller au restaurant. Il préfère manger chez lui, d'accord? Et garder l'argent liquide. Une préférence pour la liquidité. Une préférence non pas pour la consommation, d'accord? Lorsqu'on dit la consommation qui dépasse ce qui est nécessaire. D'accord? Puisqu'on ne voyage plus, ça veut dire que les ménages. Donc je crois que la seule variable qui va augmenter, d'accord, c'est l'épargne. D'accord? À quel moment on va faire appel à l'épargne? Au moment de la reprise. Soit pour consommer de façon normale, c'est-à-dire consommer l'essentiel, consommer les produits de première nécessité et consommer également, demander les biens qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Et c'est vrai également pour les investisseurs ou pour les porteurs de projets. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? La reprise. C'est quoi la reprise? Des signaux. Un signal. De vaccin, c'est un mauvais signal pour investir. Donc, il y a toujours point d'interrogation. Parce que l'investisseur et même le consommateur, en économie, lorsqu'on prend une décision de consommation ou de production, qu'est-ce qu'on prend comme base? Qu'est-ce qu'on prévoit? Donc, avant de produire en 2021, il faut investir en 2020. D'accord? Les décisions en économie, qu'ils soient des consommateurs et surtout des investisseurs, elles dépendent de quoi? Des prévisions et des signaux, d'accord, futurs. Et donc il y a ce point-là, donc il y a les conséquences négatives de la crise sanitaire. Il suffit de voir, par exemple, la place Jam' el-Fna Marrakech, c'est un exemple, d'accord, un exemple concret. Donc il suffit de faire une visite, c'est-à-dire d'aller voir Jam' el-Fna. Ça n'a rien à voir avec Jam' el-Fna jusqu'à 2019. Marrakech, les hôtels, les grands hôtels, 5 étoiles, 4 étoiles, etc., ça n'a rien à voir avec leur situation en 2010 jusqu'en 2019. C'est incomparable. D'accord? Donc ce sont ces conséquences-là. Qu'est-ce qu'ils touchent? Qu'est-ce qu'ils affectent? D'accord? Ça touche, ça influence négativement l'économie du Maroc et bien sûr l'économie mondiale. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que l'économie marocaine, elle est en crise. L'économie mondiale, elle est en crise. Pourquoi l'économie marocaine est en crise? Parce que l'économie mondiale, elle est en crise. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la mondialisation, elle est en crise. D'accord? La mondialisation, elle est en crise. Parce que parmi les facteurs, c'est-à-dire les critères de la mondialisation, c'est quoi? C'est les flux. D'accord? Les flux, les libres circulations de quoi? Des biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre, les flux migratoires. Aujourd'hui, il y a presque plus de flux migratoires, c'est très limité. Également, les flux de capitaux, ils sont également très limités.
Pourquoi on va chercher à investir dans un autre pays alors que l'économie mondiale elle est encore en crise? Donc ça également, il a affecté négativement les flux de capitaux. Les flux financiers, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. D'accord? Donc également, il y a la fermeture des frontières. Donc, il y a blocage de l'économie aujourd'hui, mondiale et nationale. Ça veut dire qu'il y a blocage de la mondialisation. On pourrait dire que la mondialisation, elle est en panne. La mondialisation, elle est en panne. Qu'est-ce qu'elle attend? C'est-à-dire, il faut la réparer, il faut la revoir. D'accord? Donc, on se demande, on peut même se poser la question, quel est l'avenir de la mondialisation? Donc, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que la mondialisation est un facteur de création de la richesse à l'échelle mondiale, mais également, qu'est-ce qu'il est devenu également? Un facteur de destruction de la richesse. Un facteur d'enrichissement et un facteur d'appauvrissement. Au niveau mondial, au niveau national et au niveau des régions, même les régions, ils sont inégalement, impactés. Des régions souffrent plus que d'autres régions, soit au niveau national, soit au niveau international. Donc la mondialisation également, c'est un facteur de blocage, un facteur de destruction. Parce que normalement, la cause de la crise aujourd'hui, la cause de la crise économique, avec toutes ses conséquences, d'accord, économiques, sociales, psychologiques, financières, etc. Quelle est la cause? La cause, c'est une cause exogène. C'est le coronavirus, d'accord? C'est Covid-19. Donc c'est une crise sanitaire. La ville chinoise, donc la province, donc il est à peu près à 10 700 km de Casablanca. D'accord? 10 700 km. C'est là l'origine du virus. Mais le virus, elle s'est déplacée. Elle a fait le déplacement jusqu'à chez nous, par exemple. C'est-à-dire, elle a traversé combien? Presque 11 000 km. Mais comment? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est qui l'homme? L'homme touriste. L'homme investisseur. D'accord? L'homme homme d'affaires. Donc, c'est l'homme qui apporte avec lui le virus. Ça veut dire quoi, l'homme? Ça veut dire la mondialisation. D'accord? S'il n'y avait pas cette mondialisation, telle qu'il est aujourd'hui, il n'y aurait pas d'épidémie. D'accord? C'est-à-dire le coronavirus, ça va rester, c'est-à-dire limiter ses effets au niveau de la Chine, au niveau de la province de Wuhan. Pourquoi? Il a envahi le monde entier. Ce n'est pas le corona qui a fait le déplacement, c'est l'homme qui fait le déplacement. Pourquoi? Parce que nous vivons l'ère de la mondialisation. Mais pourquoi l'homme se déplace? Parce que la mondialisation, c'est quoi? C'est la libre circulation des biens, des services, des capitaux et également les flux migratoires. Lorsque le Chinois il vient chez nous, ou le Français il vient chez nous, en tant que touriste, en tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce qu'il apporte avec lui? Les devises. Qu'est-ce qu'il apporte avec lui? Les investissements. Ce sont des aspects positifs. Mais les devises qu'il apporte avec lui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Infectés. Ils sont infectés. Donc si on veut accepter les devises, il faut accepter les Chinois. Il faut accepter le Français. Il faut accepter tout le monde. Mais si tout le monde-là, il est infecté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les frontières. On n'a pas besoin ni d'investissement, ni de devises, ni de rien, parce que l'investissement, il est infecté. Les devises, ils sont infectés. Mais à court terme, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Sinon, nous allons passer d'une récession, je l'expliquais la dernière fois, nous allons passer d'une récession vers une dépression. Déjà une année, c'est insupportable. D'accord? Déjà une année d'un PIB qui descend. Regardez, c'est pourquoi le PIB, c'est un concept très important. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui, toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, tous les problèmes que nous rencontrons d'aujourd'hui, pour acheter, pour manger, pour saluer les gens, c'est ça, pour voyager. Pourquoi? Parce que le PIB a baissé. Et pourquoi le PIB a baissé? Parce qu'il y a une crise sanitaire mondiale. Parce que la crise monétaire, la crise financière mondiale, puisqu'il a touché le PIB, ça veut dire que nous sommes tous touchés, nous sommes tous infectés. Donc ça crée un déséquilibre sur le plan microéconomique pour le consommateur,
pour le producteur et sur le plan macroéconomique. Le ménage, il souffre, le consommateur, il n'est pas, c'est-à-dire normal dans ses décisions. L'État, même le gouvernement également, il a des problèmes à gérer ce phénomène-là. D'accord? Donc tout ça, parce que le PIB, c'est ça le problème là, c'est ça notre problème. C'est un paradoxe, une équation difficile à résoudre. Une équation, soit le coronavirus, soit le PIB. Mais les deux en même temps, c'est impossible. Donc, mais à court terme, c'est-à-dire on cherche à faire face par tous les moyens, par les règles, c'est-à-dire les règles de distanciation sociale, à faire face à coronavirus. Mais il ne faut pas que ça dure. Mais durant toute l'année 2020, la conséquence c'était quoi? Une baisse du PIB. Mais c'est difficile de vivre une année 2021 avec un PIB qui en baisse. Une année 2022 avec un PIB qui baisse. Ça devient quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Une dépression. Ça va être encore très, très, très grave. D'accord? Donc il faut tout faire pour que le PIB retrouve sa vie normale. Son cours qui est normal. C'est quoi le cours normal? La croissance. D'accord? La croissance. Donc le coronavirus, il a touché l'élément vital pour l'homme, c'est le PIB. C'est quoi la reprise? Ça veut dire que le PIB, il va gagner la guerre. Contre qui? Contre le coronavirus. Mais c'est que le PIB, dans ce cas-là, c'est l'homme. Donc tout dépend de l'homme. C'est pour ça que Schumpeter, il parle de quoi? De l'innovation. Il faut innover. C'est quoi innover? Réfléchir. Voir de quelle manière est-ce qu'il est possible de stopper la crise, de la neutraliser, pour que l'économie nationale et mondiale redémarre, pour sortir de la crise. D'accord? Chacun, il cherche à sortir de la crise, mais chacun, c'est que ce chacun-là. Mais dans un cadre qui est en crise, dans un cadre national. Mais chacun il essaie de trouver des solutions, mais des solutions qui sont limitées. Comment est-ce qu'il est possible de faire face? Mais ça ne permet pas d'avoir des conséquences positives sur l'économie s'il n'y a pas changement, une évolution positive globale. Donc la crise, qu'est-ce qu'il montre? Que c'est ça, c'est un avantage également. Parce que nous avons compris maintenant exactement que chacun de nous, chacun de vous, son avenir, sa vie, son équilibre, il dépend des autres. Chacun, il dépend des autres. Le comportement de chacun, il dépend des autres. Le bien-être de chacun, il dépend du bien-être des autres. Vivre dans la tranquillité, dans l'aisance, ça dépend des autres. Donc chacun, il dépend des autres. C'est ça, parce qu'en période d'aisance, en période d'expansion, on ne comprend pas cette idée-là. On croit que chacun est indépendant des autres. Non. Donc c'est ça la leçon qu'il faut apprendre. Donc chaque pays, il dépend des autres pays, parce que c'est la mondialisation. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est un cours sur la mondialisation. Donc vous avez, il y a 4 points. Et la mondialisation, donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la mondialisation économique, c'est elle qui est en crise. C'est le PIB qui a baissé. Donc il y a le 2, c'est le processus depuis quand on parle de mondialisation? Depuis toujours. Toujours. Depuis l'Antiquité. Depuis que l'homme il cherche à développer son commerce avec d'autres, c'est de la mondialisation. Mais pour moi, je la considère comme une mondialisation primitive, à l'état primitif. Aujourd'hui, nous vivons quelle mondialisation? Un plus haut niveau. D'accord? On peut faire une comparaison entre la mondialisation de la révolution industrielle, parce que parmi les conséquences de la révolution industrielle, c'est quoi? C'est l'ouverture des frontières, le développement du commerce international. D'accord? C'est ça l'une des conséquences de la révolution industrielle. D'accord? Aujourd'hui, ce qui caractérise la mondialisation, c'est quoi? C'est l'ouverture des frontières, mais avec une grande différence. Aujourd'hui, le monde il est plus mondialisé que le monde de la révolution industrielle. Pourquoi? Par rapport à la taille du marché. La taille du marché, avec la révolution industrielle, c'était quoi la taille du marché? D'abord, c'est un marché qui est concret, réel. Donc la révolution industrielle n'a pas donné naissance à un marché virtuel. Un marché réel, concret.
D'accord? Déjà les libéraux, ils ont inventé ce qu'on appelle, ils ont fait l'apologie de ce qu'on appelle la concurrence pure et pas parfaite. C'est le marché modèle de la révolution industrielle. C'est quoi le marché de concurrence pure et parfaite? C'est quoi? Parmi les éléments, c'est le grand nombre d'offreurs et le grand nombre de demandeurs. D'accord? Mais offreurs-demandeurs concrets, ils doivent se déplacer pour acheter, ils doivent se déplacer pour vendre. Donc c'est un marché concret, c'est un offreur concret, c'est un acheteur qui est concret. Donc il y a le déplacement. Donc, et la taille du marché a augmenté. Mais aujourd'hui, le marché n'a pas de limite. Vous savez pourquoi? C'est un marché qui est virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre d'offreurs, il n'a pas de limite. Le nombre d'acheteurs, il n'a pas de limite. Parce qu'on n'est pas obligé de se déplacer pour acheter ou pour vendre. Ça veut dire quoi ça? On peut à n'importe quel moment, acheter et vendre. À 8h, à 7h du matin, à 6h du matin, à 9h du soir, à n'importe quel moment. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le nombre d'offreurs, le nombre de demandeurs, ça n'a pas, c'est l'infini. C'est l'infini. Ça veut dire quoi ça? Que nous vivons une mondialisation avec un marché qui n'a pas de limite. C'est ce qui explique pourquoi le virus est apparu à Wuhan, le lendemain il est au Maroc. Pourquoi? Parce que c'est la taille du marché. Donc, la cause de la crise économique, c'est une crise financière, c'est une crise sanitaire. D'accord? C'est exogène à l'économie. C'est exogène à l'économie. En 2008, la cause c'était économique, financière. C'est une crise financière aux États-Unis, la crise du crédit, d'accord, qui a déclenché un processus. Qu'est-ce qu'il est devenu? Dans un premier temps, une crise financière américaine, économique, puis après, ce qui est devenu une crise mondiale. Mais la cause, elle est bancaire, elle est financière. C'est de l'intérieur de l'économie. Aujourd'hui, non. La cause principale, elle est de l'extérieur de l'économie. C'est une crise sanitaire. Elle a infecté le monde de l'économie. Pourquoi? Parce que l'économie également, elle a préparé le chemin, il a préparé les conditions, il a préparé la voie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite aux frontières. D'accord? Il n'y a pas de mur. Les frontières, elles sont ouvertes. Donc, puisque le virus est apparu en Chine, puisque nous vivons l'ère de la mondialisation, ça s'est vite déplacé. Comment? À cause de l'homme. Parce que c'est l'homme qui voyage. En tant qu'acheteur, en tant que vendeur, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'investisseur, en tant qu'autoriste, en tant que tout ce que vous voulez. Donc la cause principale, c'est une cause externe à l'économie, mais en même temps, la mondialisation, il a contribué, il a facilité la tâche à coronavirus pour qu'il devienne quoi? Une crise mondiale qui infecte, sanitaire, qui a en même temps embarqué avec elle le monde de l'économie. D'accord? Donc, normalement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point-là. Donc, parmi les critères de la mondialisation économique, c'est quoi? Donc, la baisse des coûts, le transport, donc c'est une citation de Stiglitz, mais ce qui est important, c'est ça. Regardez. La destruction des barrières artificielles, la libre circulation des biens. Aujourd'hui, il y a blocage. Quoi encore? Des services. Quoi encore? Des capitaux. Quoi encore? Des personnes. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ces critères qui caractérisent la mondialisation, ils sont en panne. Ils sont en blocage. Ça veut dire que ces flux-là, ils ne fonctionnent pas normalement. Donc la mondialisation, elle est en même temps, elle n'est pas la cause, mais en même temps, elle est la cause. Pourquoi elle est la cause? Parce qu'il a facilité la tâche à coronavirus. Pourquoi? Parce que les frontières elles sont ouvertes. Parce que l'homme, il peut se déplacer facilement. Et tant que l'homme, il peut se déplacer facilement, donc il a qu'est-ce qu'il a dans sa valise? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Le coronavirus. L'argent qu'il apporte avec lui, le dollar ou l'euro, infecté par le coronavirus. Donc la seule solution, c'est quoi? Fermer les frontières. Ça veut dire quoi, fermer les frontières?
Blocage de la mondialisation. Donc, fermer les barrières, bien sûr. Donc, il y a blocage. Donc, le choc, il est externe, mais en même temps, parce qu'il y a mondialisation, d'accord, il a préparé le chemin, il a facilité à ce que l'épidémie devienne une pandémie. Donc, ça, c'est une production mondialisée. Donc, c'est ça la mondialisation. Les portables, c'est pas moi. Donc, iPhone, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un produit intelligent, c'est un produit mondialisé. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Les pays qui participent à la production de ce produit-là. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des placements. 24 sur 24 heures. De quoi? Des personnes, de biens, les portables. Et lorsqu'on dit les portables, il y a combien de pièces dans un portable? Et chaque pièce est produite dans un pays qui est un pays bien donné. Donc qu'est-ce qu'il y a? Pour produire le portable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la mondialisation. On a besoin de tout le monde. À ce moment-là, coronavirus, qu'est-ce qu'il a trouvé? Le chemin facile pour infecter le monde entier. C'est un exemple. Donc c'est un produit mondialisé. D'accord? La cause, c'est le coronavirus. Qu'est-ce qu'il est devenu? Une pandémie. D'accord? Pourquoi pandémie? Il a infecté l'économie, parce qu'en économie, qu'est-ce qu'on a également? Nous avons les produits, ils sont mondialisés. D'accord? Donc, ils vont dans la même direction. Normalement, un portable mondialisé, c'est positif. C'est positif tout ça. Ça veut dire quoi ça? 10 milliards de production, des millions de créations d'emplois, 10 milliards d'échanges internationaux. Mais en même temps, le danger, je sais quoi? Il faut arrêter tout cela parce qu'il y a intrusion d'un corps qui est exogène, d'un corps qui est androgène. Il est arrivé à infecter le monde de l'économie. Donc il y a intrusion d'un corps étranger à l'économie mondiale. Donc, parmi les acteurs de la mondialisation, donc les principaux acteurs, l'OMC, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, les firmes multinationales, ces derniers temps, il y a un autre acteur. Tout le temps, c'est qui? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est devenu également un acteur qui a un rôle primordial pour gérer cette crise sanitaire et économique. D'accord? Donc c'est un acteur de plus parce que la situation l'impose. Donc les origines. Donc depuis toujours, on parle de la mondialisation. Le problème c'est quoi? C'est la taille. C'est la taille. Le fait d'ouvrir les frontières avec un seul pays, c'est de la mondialisation. Mais une mondialisation qui est limitée. Nous avons déjà parlé de Brodel. Il parle de l'économie monde, dans le passé, mais qui n'est pas la mondialisation. D'accord? Donc on peut dire que l'économie monde, c'est une mondialisation, mais limitée. Aujourd'hui, c'est quoi la mondialisation? C'est une économie monde, une seule économie monde, qui concerne l'économie mondiale tout entière. Dans le passé, qu'est-ce qu'il y avait? Plusieurs économies monde. Mais il n'y avait pas de mondialisation à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Une seule économie monde. Laquelle? La mondialisation. Donc les origines depuis toujours, donc il suffit de prendre, depuis qu'on a inventé la roue, c'est-à-dire l'Antiquité, la Mésopotamie, d'accord, des millénaires, ce sont les premiers pas vers la mondialisation, c'était de la mondialisation, mais limitée. Donc lorsqu'on a inventé l'agriculture, ce qu'on appelle la révolution néolithique, des milliers d'années, d'accord? C'est quoi le néolithique? Lorsque l'homme a inventé l'agriculture, c'est quoi ça? Ça veut dire, donc il va développer l'échange, la navigation également. Tout cela, donc ce sont les premiers pas de la mondialisation. Puis après, il y a la révolution industrielle. Le monde, il a connu une évolution. Quelle est la différence avec aujourd'hui? Je répète. Quelle est la différence? La taille du marché. Aujourd'hui, le marché, il n'a pas de
limite. D'accord? Surtout avec ce développement, cette révolution au niveau des techniques d'information et de communication, ce qu'on appelle l'NTIC, N-T-I-C. D'accord? Donc c'est un élément de la mondialisation. Donc il y a également le rôle des multinationales comme acteurs de la mondialisation. Les firmes multinationales, donc lorsqu'on dit mondialisation économique, c'est mondialisation également financière. Pourquoi financière? Les flux de capitaux. Les flux de capitaux. Donc économique, parce qu'il y a les biens et les services. Financiers, parce qu'il y a également les flux de capitaux. On parle également des places boursières à l'échelle mondiale. Également les pays émergents. C'est comme la Chine. Aujourd'hui, la Chine, elle est presque numéro 1 mondial. La preuve, c'est la crise d'aujourd'hui, la crise en 2020. Le seul pays qui n'a pas connu de croissance négative. Donc c'est-à-dire bientôt, il va devenir premier sur tous les plans. D'accord? C'est pas par hasard si la Chine aujourd'hui, elle est un acteur principal de l'économie mondiale. Lorsqu'on dit l'émergence, les pays émergents sont des pays, c'est-à-dire qui ont connu un certain développement, mais il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux. Niveau numéro 1, le pays numéro 1, c'est la Chine. C'est pour cette raison également, aujourd'hui, parmi les acteurs, qu'est-ce qu'il y a? Les acteurs, l'OMS, l'OMC, les FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, le G7. C'est qui le G7? Les pays les plus riches. Les pays qui sont, c'est-à-dire, auteurs de la révolution industrielle. C'est qui le G7? La France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et le Japon. Ce sont les pays qui ont connu la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Que seuls ne peuvent pas gouverner le monde. Donc ils ont intégré avec eux qui? Les pays émergents les plus puissants. Dans quel cadre? Dans le cadre de G20. Donc on est passé de G7 à G20. Donc parmi les principales organisations qui dirigent le monde aujourd'hui, c'est le G7. Il n'y a que les pays riches. Plus le G20. C'est qui le G20? C'est le G7 plus les pays émergents. Quel pays émergent? De premier rang. À leur tête, là, la Chine. Qu'est-ce qu'ils discutent? Le dernier G20 a été organisé, je crois, au mois de mars ou avril, en Arabie Saoudite. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi leur rôle? G7, G20. Quel est leur rôle? Leur rôle, c'est quoi? De discuter et de voir comment est-ce qu'il est possible de gérer l'économie mondiale. C'est-à-dire les acteurs principaux de la gestion de l'économie mondiale. Je répète, quels sont les acteurs principaux? Il y a des organisations, lesquelles? L'OMC, les FMI, la Banque mondiale, l'OCDE. Mais il n'y a pas que d'organisations. Il y a également des pays les plus riches. Ils sont au nombre de 7. Plus qui? G20. Les plus riches, plus qui? Les pays émergents les plus puissants. À leur tête, la Chine. La preuve, c'est que le seul pays qui n'a pas connu de croissance négative. Donc l'avenir, c'est qui? L'avenir, c'est qui? Donc l'avenir, il est entre les mains de la Chine, de l'économie mondiale. Donc l'avenir de l'économie mondiale, il est entre les mains de la Chine. Donc lorsqu'on dit entre les mains de la Chine, ça veut dire qu'il n'y a pas que le G7. Donc peut-être que demain, après-demain, la Chine, il va faire partie non plus de G20. Il va faire partie d'abord du G7. Il va devenir un acteur, un pays riche, un pays puissant, au même titre que les États-Unis, la France et le Japon. D'accord? Donc c'est pour ça que... pourquoi c'est un produit, la mondialisation? Pourquoi? Parce que l'émergence, c'est quoi l'émergence? Regarde ici. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Un pays qui connaît une dynamique économique. C'est un pays qui est stable macroéconomiquement. C'est un pays qui est structuré en transformation. Regardez. C'est quoi la dynamique économique? Un taux de croissance très élevé du PIB. D'accord? Du PIB. Pas encore. Une transformation au niveau de la structure de l'économie. C'est le cas également de
La Chine, parce qu'attention, la Chine, jusqu'à aujourd'hui, c'est le pays qui marque les taux les plus élevés de la croissance. Donc en 2020, qui est le pays numéro 1 au niveau de la croissance? C'est la Chine. Parce qu'il est le seul qui est un taux qui est positif. En temps normal, c'est toujours là, la Chine. Donc en temps normal, il est le premier. En temps de crise, il est le premier. Donc il domine. Pourquoi il domine également? Parce que sur le plan exportation, qu'est-ce qu'il fait la Chine? Il exporte des produits très diversifiés. Ce n'est pas comme le cas d'un pays en voie de développement, on peut dire comme le cas du Maroc. Donc ses principales exportations, c'est quoi? C'est les phosphates, par exemple. Alors que la Chine, non. D'une année à l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il diversifie ses exportations. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il exporte pour plusieurs marchés à l'échelle mondiale. D'accord? Et également, qu'est-ce qu'il y a? La stabilité macroéconomique. C'est quoi la stabilité? Sur le plan budgétaire, sur le plan de la balance commerciale et sur le plan au niveau de l'inflation. C'est ça un pays émergent. Et surtout, l'ouverture des frontières et accueillir les investissements étrangers. Donc normalement, un pays émergent, au départ, quel était son rôle? C'est d'accueillir les investisseurs étrangers, ce qu'on appelle les IDE. C'est-à-dire les pays du G7, ils cherchent à investir dans un monde en dehors des pays du G7. Quel est ce monde-là? Les pays émergents. Donc les pays émergents, normalement, ils devraient ouvrir leurs frontières aux investissements étrangers. C'est une condition nécessaire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un pays émergent, il y a stabilité. Là où il y a stabilité, là, il va y avoir afflux de quoi? Des investissements étrangers. C'est le cas des pays émergents, c'est le cas de la Chine, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de l'Inde, c'est ce qu'on appelle le BRICS. Donc parmi les pays émergents, il y a plusieurs niveaux. Donc le groupement numéro 1, le groupe, c'est le BRICS. P, Brésil, R, Russie, I, l'Inde, C, la Chine, et S, l'Afrique du Sud. Mais je pense qu'aujourd'hui le Maroc également, c'est un pays émergent, on peut dire, en voie d'émergence, en expansion, au moins par rapport à l'Afrique. Parce que le Maroc aujourd'hui, sur le plan investissement, il est presque partout en Afrique. Il concurrence même l'Afrique du Sud. D'accord? Donc on peut dire que c'est un pays qui est en voie d'émergence. Parce qu'il y a beaucoup de réalisations qu'a connu le Maroc sur tous les plans, surtout sur le plan infrastructure. Mais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le groupe numéro 1 des pays émergents, c'est là la Chine et le BRICS. Donc qu'est-ce qu'il fait le Maroc? Il suit la trace de l'émergence. Parce que les pays se développer, qu'ils soient en Afrique ou en Asie, qu'est-ce qu'ils ont compris? Le seul moyen pour sortir de ce développement, c'est de ne pas chercher à devenir un pays développé. Il faut d'abord chercher à devenir un pays émergent. D'accord? Il faut d'abord chercher à devenir un pays émergent. C'est la voie suivie, c'est la voie tracée par la Chine. D'accord? Donc la Chine aujourd'hui, elle s'est contentée de quoi? De chercher d'abord à devenir un grand pays émergent. Et avec le temps, donc aujourd'hui, on peut la considérer, la Chine, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera pour demain, comme un pays développé, au même titre que le concept d'économie émergente constitue un puissant instrument pour atteindre le développement. C'est le cas de la Chine. Mais ça demande plusieurs décennies quand même. Mais le plus important, il ne faut jamais penser, c'est-à-dire à briser les étapes, passer à l'étape développement. Et pourquoi la Chine? Parce que d'abord, la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a intégré l'économie mondiale. Il a intégré l'OMC. Il a intégré, vous savez, je crois, il y a 20 ans, c'est quoi intégrer l'OMC? Ça veut dire intégrer l'économie mondiale. Elle fait partie de l'économie mondiale. C'est cette intégration qui a fait de la Chine un produit de la mondialisation. La France, il a intégré l'OMC. Le Japon, il a intégré l'OMC en tant que pays développé. Mais la Chine, il a intégré l'OMC en tant que pays émergent. D'accord?
J'ai donné l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, il est presque au stade, au niveau d'un pays développé. Les statistiques le montrent. Je répète, les statistiques montrent cela. La preuve, je répète, c'est le taux de croissance. Sans parler que la Chine, sur le plan commerce mondial, elle est numéro 1. Premier point, c'est quoi la mondialisation économique? Deuxième point, le processus. Troisième point, les pays émergents. Quatrième point, c'est la conclusion. La mondialisation est sur le banc des accusés. Muttahama. Pourquoi? Parce que la cause de la crise, c'est pas économique, c'est sanitaire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la mondialisation? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a facilité la tâche. D'accord? C'est-à-dire à ce que l'épidémie devienne une pandémie. Donc il est sur le banc des accusés. C'est un processus très controversé. C'est controversé. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Des inquiétudes, inégalité, famine, pauvreté, dégâts sociaux, écologiques. Si vous allez dire donc aspect positif, donc négatif, tout ce que vous voulez. D'accord? C'est les conséquences. Donc la crise actuelle 2020, il montre les limites de la mondialisation.